Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Backdoor. Je suis hyper heureux de vous retrouver et je suis surtout tout seul aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à vous dire avant que cet épisode démarre parce que ça fait quand même quelques temps qu'on ne s'est pas retrouvés et je vais pas vous cacher, vous m'avez manqué et je pense que c'est pareil pour Baptiste. Baptiste d'ailleurs, où est-il ? Alors, on va faire simple, on va reprendre depuis le début. Vous avez eu l'épisode de Candace Parker, et là, actuellement, je crois que vous avez eu 3 à quasiment 4 semaines de pause sans épisode. On a été énormément pris avec Baptiste. Lui, il a d'abord été pris par ses partiels, parce que il est encore étudiant, donc il a encore beaucoup de choses et beaucoup de demandes, et on va pas lui en vouloir de vouloir réussir sa vie. Moi, de mon côté, j'ai été plutôt pas mal pris avec mon autre projet. J'en profite pour faire ma propagande, de toute façon, il est pas là, il peut rien dire. Allez vous abonner à Roraf Podcast sur Instagram. J'ai l'occasion là-bas d'évoquer mon autre grande passion qui est la musique, au travers notamment d'interviews avec des invités. D'ailleurs, Baptiste était passé, où on cherche à comprendre ensemble quel est leur rapport à la musique. Mais du coup, tout ça nous a plutôt énormément occupés. Moi, j'ai enregistré beaucoup d'épisodes, j'ai eu des opportunités, donc on a fait des choix. Malheureusement, on peut pas être partout. Je suis désolé que vous en ayez pâti, mais c'est comme ça. Donc voilà un peu pour l'absence. Il se trouve qu'après tout ça, Baptiste vient de partir en vacances, il a le droit de se reposer, et du coup il n'est pas disponible. Pour autant, je ne me voyais pas vous laisser plus d'un mois et demi sans épisode. Donc me voilà pour normalement les 3 prochains épisodes à vous présenter des sujets en solo. Exercice un peu nouveau pour moi, exercice dont je n'ai pas l'habitude, mais c'est pas grave, on va s'y accoutumer, on va s'y faire, et on va vous proposer comme d'habitude des petits bangers. Avant de démarrer, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de propagande. Allez suivre Backdoor sur les réseaux sociaux, allez suivre Backdoor sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast, que ce soit YouTube, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music, quoi encore et ne sais-je. Finalement, je ne connais pas toutes les plateformes. Allez vous abonner, allez nous suivre partout, Instagram, TikTok. Ça fait plaisir, ça apporte du soutien. Franchement, on a encore énormément d'énergie, énormément de choses à vous proposer avec Baptiste. Ne croyez pas que le projet s'essouffle, bien au contraire. En tout cas, moi, de mon côté, ça s'essouffle pas, et je pense que du côté de Baptiste, ça ne s'essouffle pas non plus. Aujourd'hui, rentrons un peu dans le vif du sujet. De quoi est-ce qu'on va parler ? Vous l'avez peut-être vu dans le titre. Aujourd'hui, nous parlons sneakers, nous parlons chaussures. C'est personnellement l'une de mes très grandes passions. J'adore les chaussures, j'adore ça, j'ai toujours aimé. Je pense que c'est l'un des trucs qui fait que quand je suis rentré dans le basket, j'ai encore plus aimé ce sport, parce que déjà à l'époque où je faisais du football, j'adorais les chaussures de foot. Mais alors vous le savez, le monde de la sneakers dans le basket, c'est encore un autre délire et c'est exceptionnel. Aujourd'hui, je vous propose de venir avec moi, en fait, pour retracer un peu l'histoire de la sneakers, finalement, de sa création jusqu'à nos jours, de discuter aussi un peu de l'intérêt pour les athlètes, parce qu'on va parler essentiellement aussi de signature shoes, donc l'intérêt pour les athlètes d'avoir ces fameuses signature shoes, et à la fin, si c'est pas trop long et si je me sens, je ferai peut-être un petit classement à la volée de mes chaussures préférées ou les chaussures que j'ai envie de dézinguer, je sais pas, la fin sera peut-être un peu en freestyle, je vous avoue, je l'ai pas écrit, on verra bien ce que ça donne. Démarrons par la base, c'est quoi une signature shoes, et même c'est quoi une sneakers ? Une sneakers, c'est une chaussure qui est à la base faite pour un sport, ici en l'occurrence le basket, et qui va tout simplement exploser les limites de son sport pour venir s'installer dans la culture populaire. Alors vous avez certainement tous en tête la Jordan, vous avez peut-être même en tête certaines Shaq, qui sont devenus un peu des trucs, vous avez peut-être la Up-Tempo, bref je cite des modèles comme ça, mais je pense que vous avez bien cerné ce qu'était une sneaker, c'est que vous savez certainement déjà de base ce que c'est, la Converse, on en parlera, est l'une des sneakers les plus emblématiques. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'une signature shoes ? Alors une signature shoes, c'est l'aboutissement de la collaboration entre un athlète et son équipementier pour créer tout simplement une chaussure qui va correspondre au style de jeu, mais aussi à l'identité de l'athlète, dans le but, on va pas se mentir, de vendre, mais aussi d'identifier cet athlète non seulement pas comme une star, mais aussi comme une superstar dans le sens marketing du terme. On reviendra, je vous ai dit plus tard, sur l'intérêt pour les deux parties de collaborer, et on va faire un petit saut dans le temps, un petit voyage, monter avec moi dans la DeLorean pour atterrir en 1917 et parler de la première chaussure qui a été pensée et fabriquée pour le basket. C'est la marque Converse qui va tout simplement démarrer ses hostilités sur un marché qui aujourd'hui pèse des dizaines de milliards de dollars. À l'époque, ils sont solo les potos, il n'y a personne. Ça sort une chaussure que vous connaissez très bien, El Famoso Converse All Star. À l'époque, c'est une putain de révolution les gars.
À l'époque, vous avez une gomme qui est pensée pour atténuer les impacts, vous avez de la toile qui vous permet un meilleur serrage et une plus grande liberté de mouvement. C'est tellement une folie qu'il y a un Kemé qui est semi-pro, qui s'appelle Charles Hollis Taylor, ça vous dit rien, mais si je vous parle de Chuck Taylor, ça vous dit certainement quelque chose. Et ce mec, clairement, il a mis une pièce dans une machine, et même aujourd'hui, on voit encore la machine fonctionner. Ce type-là, il porte des Converse All-Star, et il kiffe beaucoup trop la chaussure. Il kiffe beaucoup trop la chaussure au point où ça devient tout simplement une égérie du modèle. Il va d'abord se faire embaucher chez Converse à la fin de sa carrière et ça va devenir carrément l'ambassadeur de la Converse All-Star. Il va partir aux quatre coins des États-Unis dans les gymnases, faire des petites cliniques pour aller prêcher la bonne parole auprès des jeunes sur jouer en Converse les gars, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. C'est stylé, en vrai on va pas se mentir, le mec s'est vraiment dit j'adore ce produit, ça va prendre toute ma vie. Pour l'anecdote, parce que je sais que vous êtes friand d'anecdotes, c'est à ce monsieur qu'on doit le patch sur la malléole des Converse, je pense que vous voyez tous de quoi je parle, parce que à l'époque, lui il dit faudrait mettre ça parce que ça va permettre en fait de protéger la malléole des joueurs sur les impacts. Alors ça en vérité je sais pas si c'était vraiment le cas, quoi qu'il en soit ça devient l'un des gimmicks design les plus emblématiques je pense de l'histoire de la sneakers avec le logo de Jordan. Vous irez me dire mais je compte pas le swoosh de Nike là-dedans, mais franchement incroyable, le logo Converse sur la malléole, on l'a tous en tête, je trouve que c'est sublime sur une empeigne, exceptionnel. Bref, 1932 désormais, Monsieur Chuck Taylor est devenu tellement grand pour Converse et est tellement le meilleur ambassadeur que ils vont tout simplement décider d'écrire son nom sur le patch entre le Converse All-Star et par-dessus l'étoile. Vous avez le Chuck Taylor qui arrive, ce qui fait qu'avant même l'apparition de la NBA, vous avez la première signature shoes de l'histoire. Et ça, messieurs, dames, ça pète la classe quand même. La NBA n'est même pas créée, les gars, on est en 1932, la Seconde Guerre mondiale n'a même pas encore démarré. Et le mec a déjà sa signature shoes. Truc de ouf. On fait un saut de quelques décennies. Converse, pendant ce temps-là, c'est simplement la dictature dans le monde de la chaussure. Et même si à l'époque, les modèles ne se vendent qu'en noir et blanc, croyez-moi bien que ça cartonne. Malgré tout, petit problème pour Converse. L'évolution des qualités athlétiques chez les joueurs, parce que oui, si en 1932 et avant, on se base sur les fondamentaux et qu'il n'y a pas trop de mouvement, les athlètes évoluent, l'homme évolue, et tout simplement, ça devient plus suffisant. On a beaucoup de blessures chez des joueurs, et on va pas se mentir que si vous avez voulu faire comme moi un jour, faire le OG, aller jouer en Converse pour tester, dans le top des idées les plus cons, ça se pose là, on va pas se mentir. C'est donc dans les années 60 qu'une marque allemande, Adidas, va proposer la première alternative crédible à Converse avec deux modèles. D'abord la Adidas Super Grip, qui est une chaussure basse, et la Adidas Pro Model, qui est une chaussure haute. Comment qu'ils ont fait ? Tout simplement, on a renforcé les matériaux de la semelle, on a mis du cuir à la place de la toile, mais on l'a allié avec une languette souple, et là, paf, ça fait des chocs à pic. Autant vous dire que pour beaucoup de joueurs de l'époque, la chaussure est plus confortable, plus fiable, plus performante. Je passe un clin d'œil à Bill Russell et aux Celtics qui jouaient tous en Adidas à partir du moment où c'est sorti. Et oui, forcément les gars, quand vous avez mieux, vous mettez pas 15 ans à vous rendre compte qu'il faudrait peut-être changer de chaussure. Malgré tout ça, y a quand même des gens qui font de la résistance et qui refusent de porter une chaussure en cuir parce que soi-disant ce serait plus lourd. Franchement, argument un peu bullshit, ça devait se jouer à 200 grammes les gars, vous le sentez pas, on va pas se mentir. Ça va continuer du coup à permettre à Converse d'avoir une légère domination sur Adidas. Mais Adidas ça s'arrête pas là. Ah là non, ça a flairé le filon, il faut que ça continue. Donc 1969, Adidas ils arrivent, ils se posent, ils dropent une putain de bebon les gars. La Adidas Superstar. Semelle en gomme plus souple pour une meilleure absorption des chocs. Cuir affiné, renfort à l'avant sur ce qu'on appelle le shell toe. Pour faire simple, vous prenez votre chaussure, c'est vraiment la partie qui est au-dessus de vos orteils. Et voilà, vous avez une révolution, tout simplement. On est dans les années 70 désormais, et vous avez 80% des joueurs NBA qui portent des Adidas Superstar. C'est vous dire le raz-de-marée que c'est. Au milieu de toute cette révolution, vous avez des opportunistes, Vous avez une marque qui a déjà fait ses preuves dans l'athlétisme, avec la Nike Cortez. Et ouais, Nike les gars. Nike, petit point de culture G. Où est-ce que ça a son siège social, Nike ? À Portland. Dans l'Oregon, qu'est-ce qu'il y a à Portland ? Les Trailer Blazers. Comment s'appellera la chaussure ? La Blazer, elle sort en 72. C'est effectivement un hommage à la franchise de l'Oregon.
Et bah c'est aussi pas forcément une révolution, mais on est sur une chaussure pareille, cuir, une bonne semelle en gomme souple, c'est une montante cette fois-ci, ça commence à plaire, et surtout, Nike ne sont pas les seuls à arriver sur ce marché, hein, parce que là ça y est, le marché de la pompe, il est en feu les gars. Tout le monde sort des chaussures hautes en cuir, bon ça sort aussi des basses, mais à l'époque ça joue surtout en haute. Adidas et Converse sont toujours les deux gros mastodontes, et comme je disais, d'autres petites marques, notamment une, Puma. En 1973, Puma, ils vont sortir la première signature shoes de l'histoire de la NBA. Ils ont un mec, dans les gars là qu'ils ont signé, un type qui est meneur de jeu, qui joue aux Knicks, qui s'appelle Walt Frazier. Et Walt Frazier, il était méga bon en défense, hein, et surtout pour intercepter des ballons. Il était tellement bon pour intercepter des ballons, et pour voler des ballons, clin d'œil, qui se fait surnommer Clyde, en hommage, pas en hommage, mais plutôt en référence à Clyde Barrow, le Clyde de Bonnie and Clyde, le célèbre couple de braqueurs américains. Bref, on est là pour parler de braquage, on est là pour parler de basket, donc notre bon vieux Walt Clyde Frazier, il est sponsorisé par Puma, ces derniers, ça lui crée sa signature shoes, la Puma Clyde All Pro, et là je pense que ça dit quelque chose à tout le monde, parce que c'est un modèle qui est devenu un classique de la culture sneakers dans la première variante qui est sortie à l'époque, hein, c'est tout simplement un modèle bas en Suède, très basique mais qui passe très très bien en lifetime. On l'a vu ressortir récemment en basket avec des matériaux bien évidemment adaptés à notre époque, mais c'est surtout suite à la signature en 2018 du contrat de Walt Frazier pour la vie avec Puma. Voilà, il a un petit contrat pour la vie lui aussi. Et c'est stylé, je trouve. Petite anecdote, si vous voulez briller en société sur la Clyde, sachez que du coup, je vous ai dit, c'est une chaussure qui est faite avec la suédine notamment comme matériau. C'est un matériau plus léger, c'est un matériau plus confortable, mais c'est surtout un matériau qui est beaucoup plus simple à teindre. Parce que oui, notre ami Walt, il voulait des chaussures en couleur, et c'est là où vous allez pouvoir vous la péter. Sachez qu'on estime à plus de 390 le nombre de coloris qui auraient été faits et proposés par Puma à cette époque. Ça fait beaucoup de coloris, hein. Je sais. J'entends quelque chose dans mon casque, c'est 2-3 types qui me disent qu'il y avait peut-être eu avant des signature shoes, notamment pour Monsieur Karim Abdul-Jabbar, notamment pour Monsieur Dr. J. On vient préciser un truc, une signature shoes, ce n'est pas une player edition. Une signature shoes, c'est vraiment une marque qui dit « Toi, Michel, tu viens avec nous, on crée ta chaussure ensemble ». Une player edition, c'est « Moi, Marc, j'ai déjà un modèle que j'aime bien et qui marche dans ma gamme. Toi, porte-drapeau, je vais te faire une édition pour toi de ce modèle, mais je ne vais pas créer un modèle pour toi. » Et effectivement, en 1970, Karim Abdul-Jabbar a sa player edition de la Adidas Superstar. Quelques années après, avec Converse, c'est Dr. J, pas Dr. Dre, rien à voir, qui aura la même chose, mais ce ne sont pas des signature shoes, ce sont des player edition. Mais c'est quand même important dans l'histoire de la sneakers. Au rayon des autres trucs cool qu'on a dans ces années-là, dans les années 70, Adidas va introduire le daim sur le shell toe. Maintenant vous savez ce que c'est. Ça permet encore plus de confort, ça permet encore plus de durabilité, et merci Adidas parce que ce petit tips de mettre du daim là, c'est encore utilisé aujourd'hui dans globalement pas mal de productions sneakers, que ce soit pour le basket ou non. Donc bien joué Adidas, vous avez apporté quelque chose qui est encore là aujourd'hui. Continuons, et on va devoir en parler, parce qu'il faut parler de l'inévitable. Là Nike, je dis c'est la sortie de la Blazer, je n'ai pas plus parlé. 1985, hein, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que Nike, à cette époque-là, n'a pas son athlète porte-drapeau. En effet, si Puma, Adidas, je vous disais, Converse, ont leurs athlètes porte-drapeau, Nike, non. Nike, ça se concentre. Ça veut d'abord taffer sur son amorti à base de bulles d'air, et ça va notamment le sortir sur sa Air Force One. Mais allez, il faudrait que ça change. Il faudrait que nous aussi, on ait notre porte-drapeau chez Nike. Vous avez un type du nom de Sonny Vaccaro qui est chargé de faire signer un petit mec, un petit arrière, sorti tout droit de North Carolina, qui vient d'être drafté par les Bulls. J'ai nommé Michael Jordan. Alors je vais pas vous refaire le film Air qui est sorti avec Ben Affleck, n'hésitez pas à aller le voir d'ailleurs, c'est un très bon film. Mais en gros, à la base, Jordan c'est un mec qui joue surtout en Converse ou en Adidas. Et c'est ces deux marques là globalement qu'il botte. Sauf que ces derniers, ils vont chier un peu dans la colle,
puisqu'ils vont pas vouloir s'aligner sur l'offre qui a été faite par Nike à Jordan. En même temps, Monsieur Sonny Vaccaro, grand malade, a vu le potentiel de fou furieux que proposait Michael Jordan. Arrivé, il lui a dit « Alors c'est simple, nous on te propose 3 fois plus d'argent que les autres, des parts dans l'entreprise et ta propre collection de chaussures. » Autant vous dire que, parce qu'à l'époque c'est pas Jordan qui choisit, hein, maman de Jordan, elle voit ça et dit « Mon fils, vas-y, fonce chez Nike, tu vas voir, vous allez faire de grandes choses ensemble. » Visionnaire, maman de Jordan, hein, sur le coup, très 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 bien joué. Petite anecdote d'ailleurs au passage de ça, sachez que quand Jordan signe son contrat avec Nike, il y a un autre Kemé qui signe son contrat à peu près en même temps, qui s'appelle Charles Barkley, et il y a une anecdote assez sympa, je crois que je vous l'ai déjà raconté dans un autre épisode, mais Jordan va convaincre, du coup par les conseils de sa mère, Charles de demander de l'argent, des parts sociales de l'entreprise, en plus de l'argent. Donc Charles Barkley, il va voir Nike, il demande des parts sociales, Nike dit oui. Bilan des comptes, quasiment 100 millions de dollars gagnés pour Monsieur Charles grâce à ce petit tips de copain. Hein, j'espère qu'il lui a payé un super resto pour le remercier, parce que c'est sympa. Jordan, bon bah voilà, hein, la Jordan 1 va sortir. Phénomène exceptionnel, je pense que vous connaissez l'histoire du coloris banni et des 5000 $ d'amende pour Jordan et donc pour Nike à chaque fois que ce dernier posait le pied sur le terrain avec cette paire de chaussures. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi, c'est tout simplement parce qu'à l'époque, en NBA, vous avez un code ultra strict qui oblige les joueurs à porter des chaussures avec un certain pourcentage de blanc. Le coloris banni, il est tout simplement noir et rouge, hein, autant vous dire que le blanc, on le cherche encore. Et bah, du coup, dollars d'amende, mais dollars d'amende, excellent coup marketing, hein. Nike va très bien utiliser ça, notamment au travers de pubs avec Spike Lee, et Nike va faire naître avec la Jordan 1 le phénomène sneakers. Ça y est, les chaussures de basket ne sont plus faites que pour le basket, elles sont désormais cool en dehors des terrains. Derrière ça, bon bah ça va être l'innovation à plein de choses, hein. Alors, vous avez, et je vais le préciser là, mais je vais pas rentrer trop dans la gamme Jordan, mais la Jordan 3 qui va inaugurer le Jumpman et qui va devenir la première paire de Nike sans le swoosh. Ça c'est quand même un peu cool et ça méritait d'être précisé. Mais bah, dans les innovations, voilà, années 80, années 90, tout va s'accélérer. En vrac, comme ça, j'ai envie de citer les pumps de Reebok, avec Dee Brown et Shaq, qui vont devenir un truc de ouf. J'ai envie aussi de citer les Reebok Answer pour Allen Iverson, qui sont un truc de ouf. Côté Nike, en plus des Jordan, vous savez la Up Tempo de Scottie Pippen, où du coup, cette fois, la bulle d'air est apparente. Ça devient un truc de ouf. En vrai, le modèle, je trouve, est trop cool. Alors, il paraît qu'il est horrible à porter. Moi, j'en ai jamais eu. Et que quand vous marchez, ça fait des quick-quick. Mais incroyable comme modèle tempo, hein. C'est très très stylé personnellement. Bref, l'un des trucs qu'on prend le plus pour acquis aujourd'hui, et qui pourtant va être une énorme révolution, encore plus que la pump, où vous pouviez juste gonfler sur la languette pour que ça ait un meilleur maintien et que, soi-disant, vous sautiez plus haut, c'est l'arrivée d'un travail qui va être fait sur la semelle extérieure. Les marques de Grohl se la donnent, et on voit des matériaux plus abrasifs qui permettent donc un meilleur grip, une meilleure traction, mais surtout l'apparition des rainures, un truc qui nous semble tout con, tant aujourd'hui il est sur toutes les chaussures et qu'on l'a pris pour acquis, mais quand ça sort, là ça vient augmenter terriblement les performances des chaussures sur les changements de direction, sur les tractions, sur la durabilité, hein, qui est toujours le nerf de la guerre. Truc de ouf, parce qu'en fait, effectivement c'est con, mais si vous avez des rainures, bah, même si ça s'use, vous avez toujours votre semelle qui est présente, donc votre chaussure est toujours aussi efficace, et ça c'est un truc cool, parce que à l'époque, les athlètes, peut-être hormis Jordan, mais ne changez pas de chaussures pour certains à tous les matchs, hein. Souvent vous aviez une paire pour toute la saison ou allez 2 paires pour la saison, donc ça avait véritablement son importance. Derrière, on continue la course à l'innovation avec des projets réussis, des projets ratés. Dans les projets réussis, un peu ratés, je pense qu'on peut parler de la Foamposite qui a été créée pour Penny Hardaway, qui est tout simplement une chaussure qui a été moulée, qui a une esthétique très très futuriste, mais qui était extrêmement chère quand elle est sortie, et qui pourtant a cartonné. Dans les projets ratés de Nike, j'ai envie de passer aussi un petit coucou aux Shox, hein. Souvenez-vous de cette époque où Nike s'est dit, tiens, si on faisait croire qu'on mettait 4 ressorts à l'arrière de la chaussure, et que ça vous permettait de sauter plus haut. Ça vous a jamais permis de sauter plus haut, hein. C'est juste que ça a été porté par Vince Carter, et que le monsieur avait une détente de fou furieux. Projet aussi raté chez les concurrents. Là, comme ça, je pense à la Kobe One, inspirée de l'Audi TT. Qu'est-ce que c'est que cette merde, hein? Allez voir une photo de Kobe One, c'est super moche. J'ai jamais compris le délire, hein. Pourquoi c'est inspiré d'une Audi TT, ça reste encore l'une des plus grandes questions, il faudrait demander au designer.
Mais bref, cette course à la technologie, au style bien évidemment, parce que ça a son importance, ça va permettre à chaque marque de développer son amorti un peu secret, un peu maison. Et du coup, derrière, tout le travail qu'on a aujourd'hui et depuis ce temps sur les sneakers, ça se fait essentiellement autour de cet amorti. Alors pour Nike, ça a été la Zoom, essentiellement lancée par les LeBron, avec la Nike Air Zoom qui est officieusement la LeBron One. Et puis en 2012, si je ne dis pas de bêtises, avec la LeBron 11, l'arrivée du Zoom X qui était vraiment une grosse révolution. Côté Adidas, vous avez pareil, 2010-2012, je crois que c'est l'arrivée du Boost. Alors avant, Adidas avait le Eva qui était une mousse qui ressemble un peu à du polystyrène. Le Boost, c'est une amélioration de cette mousse qui permet un meilleur renvoi d'appui et d'énergie pour le joueur. Côté Puma, aujourd'hui, je crois que vous avez la Nitro. Et après, globalement, vous faites pas de fausses idées. Toutes les marques font de l'ingénierie renversée sur ces technologies de leurs concurrents pour essayer de les adapter et pour qu'elles apparaissent chez eux. Aujourd'hui, c'est là où se fait le gros de la technologie. On arrive avec des trucs, certains ont des trucs sympas, je pense à Nike avec le Flight Knit et tout. Mais on n'est plus sur une telle révolution qu'on l'a connue quand je vous ai cité là, les années 70 et l'arrivée de trucs très cons, mais qui ont fait la différence. Bref, je vais pas toutes vous les faire, parce que je suis pas non plus Rookix, qui ont fait un énorme coucou, et merci pour les travaux, mais quel est l'intérêt finalement pour ces marques de développer ces chaussures, et surtout là de développer autour d'un athlète sa propre ligne de chaussures. On va commencer par des chiffres. Déjà vous dire qu'en 2023-2024, il y a 26 joueurs qui disposent d'un modèle signature en NBA, ce qui était un record. Donc je crois que pour la saison, il me semble 2024-2025, pour l'instant c'est à peu près la même chose. En tout cas, j'ai pas vu de nouveaux joueurs avec des nouveaux modèles signature. Mais ça veut bien traduire un truc. Ce qui veut bien traduire un truc aussi, c'est l'effet que 65% des athlètes NBA portent des chaussures qui sont issues d'une collection signature. Pareil, je vais le préciser, mais je pense que beaucoup le savent. Vous avez, les LeBron, les KD, les Kobe, etc. Mais vous avez des modèles plus généraux. Moi, je sais pas si ça existe toujours, mais à mon époque, on avait la Hyperdunk. Vous avez les Zoom GT Cut, etc. Qui sont vraiment des modèles à part entière, mais qui n'appartiennent pas directement à un joueur. Et du coup, comment on fait pour avoir sa propre chaussure ? Pour en parler, déjà, parlons un petit peu des contrats qu'il y a un joueur NBA et son équipementier. Pour la majeure partie de la ligue, ça va représenter certainement... aujourd'hui, vous avez quoi ? Vous avez 380 athlètes en NBA. Je pense que ça en représente facilement 200, voire un peu plus. Vous avez des contrats qu'on appelle des merch deals. C'est des contrats qui permettent aux joueurs de recevoir une dotation annuelle en équipement ou en cash. Le joueur va du coup pouvoir choisir la paire avec laquelle il veut jouer, la fréquence de renouvellement, parce que vous avez certains joueurs qui changent à tous les matchs, vous en avez d'autres qui préfèrent des fréquences un peu plus écartées. Les joueurs, ils sont donc du coup pas à proprement parler rémunérés par leur équipementier, mais ils sont ils sont fournis en matériel, ils sont obligés de porter les équipements de la marque dès qu'ils sont à l'entraînement, dès qu'ils sont sur le terrain. Alors oui, vous avez le merch de l'équipe qui prime, bien évidemment, mais si vous voyez les petites vidéos Instagram, faut surtout pas qu'on voit autre chose que ce que les joueurs ont comme contrat avec les merch deals. Pour le reste, donc environ 80 athlètes de la ligue, moins les 20 qui ont des signatures deals, vous verrez, c'est ce qu'on appelle des cash deals. Ce sont des contrats dont les rémunérations s'élèvent à peu près entre 200 000 et 3 millions de dollars en fonction du joueur. Les joueurs, comme dans les merch deals, ils disposent au choix de leur paire, de leur fréquence de renouvellement. Ils ont de la même manière l'obligation de porter le merch de leur équipementier, mais ça de toute manière, je pense que vous avez tous compris que c'était induit. Le petit plus dans ces contrats, en plus de la rémunération monétaire fixe, c'est que ces joueurs vont avoir accès à des Player Edition, donc souvent c'est abrégé PI. C'est des modèles qui vont avoir des coloris uniquement créés pour le joueur et qui sont rarement proposés pour le grand public. Histoire de vous ancrer ça un petit peu, pensez à DeMar DeRozan qui a souvent des Kobe avec des coloris un petit peu uniques, c'est parce que c'est un mec qui dispose d'un cash deal. Pensez aussi très récemment à Wemby, puisque Wemby, on a vu l'apparition de son logo là récemment et tout, mais Wemby il fonctionne encore avec un Player Edition. Alors, je pense qu'il est certainement au niveau des 3 millions, mais Wemby n'a pas encore un signature deal, donc pour l'instant, il a ça. Je crois que il joue en Zoom GT Cut, si je dis pas de bêtises, Wemby. Et donc là, il y a ça. Je crois qu'il y a quelques temps, il y a son modèle Alien qui est sorti. Voilà un exemple dans le réel de ce que c'est. Enfin, parlons du dernier contrat, le signature deal.
et bah vous avez tous les avantages cités précédemment, c'est évident. Mais en plus de ça, le joueur il va se voir développer une chaussure qui correspond à sa morphologie, qui correspond à ses besoins sur le terrain. Et ça, c'est un luxe exceptionnel, parce que je pense qu'on le sous-estime un peu tous. Mais tous les athlètes n'ont pas les mêmes pieds, n'ont pas la même morphologie, comme c'était dit précédemment. Et donc avoir une chaussure qui est faite autour de vous, autour de votre pied, ça vous permet quand même d'augmenter votre performance, et surtout de réduire votre risque de blessure. Parce que potentiellement, vous pouvez travailler avec votre équipementier autour des points faibles de votre pied ou de votre cheville pour que cette dernière soit moins mise à mal, en tout cas. En plus de ce contrat où vous créez votre chaussure, où vous participez du coup au processus créatif réellement, et pas que dans le design de votre chaussure, vous avez une somme fixe annuelle qui vous est versée et des commissions sur la vente de chacune de vos chaussures. Parce que c'est logique, à ce moment-là, votre nom ou votre abréviation devient une marque à part entière, et donc vous êtes... vous pouvez prétendre à des royalties. Cette dernière catégorie, c'est la catégorie dont tous les joueurs rêvent. Déjà parce que ça vous place parmi vos concurrents en NBA, j'ai envie de dire. Non seulement vous gagnez bien plus d'argent, mais la chaussure est développée autour de vous. Comme je disais, plus non négligeable pour les performances. Mais aussi, du côté des entreprises, c'est un vrai plus. Parce que si vous signez un joueur en lui donnant une signature shoes, c'est que vous estimez qu'il a le potentiel marketing le plus élevé. Donc, qu'il va pouvoir vendre plus que des joueurs avec qui il était potentiellement en concurrence. Et donc, on revient sur le joueur, ça permet aussi au joueur de mieux vendre son image dans d'autres contrats de sponsoring. C'est un cercle vertueux, finalement. En plus de ça, quelqu'un qui achète une chaussure, il l'achète certes pour les performances, mais aujourd'hui, elles sont quasiment toutes égales. Donc en plus de ça, il va l'acheter pour le style et pour l'histoire autour de la paire. Et comme vous êtes une entreprise, et que l'entreprise, le but pour ses clients, c'est qu'ils se sentent comme leur joueur favori quand ils achètent et qu'ils enfilent la paire, vous allez pouvoir créer une histoire marketingée, tout ça afin de booster vos ventes. C'est super important parce que on sait que les Player Edition, en tout cas les chaussures signature, sont des chaussures qui se vendent globalement mieux que les autres. Tout simplement parce que besoin d'identification, je vais pas vous faire des cours de marketing, mais c'est aussi bête que ça. C'est pour ça notamment d'ailleurs que récemment, vous avez vu un phénomène en NBA, ce sont des entreprises qui signent des joueurs en signature shoes, mais des entreprises un peu moindres. Type, je pense à... Alors j'ai plus le nom de l'entreprise qui est derrière la chaussure d'Austin Reeves, mais vous pouvez penser à Li-Ning, vous pouvez penser à Peak, vous pouvez penser à Converse qui s'est remis un peu dans le game, mais même à des Puma par exemple, ça leur a permis grandement de relancer leur collection. Voilà pourquoi aussi, du coup récemment, je parlais de Li-Ning, je parlais de Peak, etc. Vous avez des role players entre guillemets qui ont eu leur signature shoes. Les plus connus, je pense que c'est Austin Reeves avec la AR15. Du coup, je sais pas comment elle va être rappelée vu qu'il y a la deuxième génération qui arrive cette année. Vous avez aussi Aaron Gordon qui a eu sa propre signature shoes. Vous avez Gordon Hayward. Et même, pour le marché australien, sachez que Matthew Dellavedova a sa signature shoes, les gars. Oh, Matthew fucking Dellavedova. Ce mec qui ne joue même plus en NBA a sa signature shoes avec Peak. Pourquoi ? Parce que ce sont des mecs qui, sur leur marché, vont permettre à l'entreprise de booster les ventes. Et c'est très intéressant, très important. Et ça va permettre de faire un petit pont avec ma propagande que je continue pour la WNBA. Vous avez eu récemment la sortie de la première véritable signature shoes pour une athlète WNBA avec la Sabrina One, faite pour Madame Sabrina Ionescu. Si vous vous appuyez sur ce que j'ai dit il y a un tout petit peu plus tôt, vous comprenez aisément que cela certifie le potentiel marketing immense de Sabrina et de la WNBA, non seulement auprès des femmes, mais aussi auprès des hommes, puisqu'on a vu beaucoup d'athlètes NBA cette année porter cette chaussure et la plébisciter pour ses performances et pour son style. La dame, elle a d'ailleurs vu sa deuxième génération de chaussures arriver il y a quelques mois, et je crois qu'elle est actuellement en vente, si je dis pas de bêtises. Je pense très certainement que ce phénomène, il va continuer. La prochaine, c'est très évidemment Caitlin Clark. Je pense que c'est qu'une question de temps avant que ça arrive, mais c'est un très très bon signe pour la WNBA, parce que ça confirme le potentiel marketing immense qui dort de cette ligue et de ses joueuses. Et surtout, et ça c'est vraiment un commentaire, je pense, un peu de fans de sneakers, ça va apporter un souffle de fou. Parce que comme elles sont impliquées dans le processus créatif, je pense qu'on va avoir des choses vraiment novatrices, que ce soit en termes de design et peut-être même en termes de performance. Affaire à suivre.
j'ai fini mon récit. C'était un peu plus court que les autres épisodes, parce que j'ai pas voulu faire trop long, et aussi parce qu'il n'y a pas Baptiste, donc je peux pas interagir avec lui. Hein. Tu me manques Baptiste, reviens. Mais on va tranquillement se faire un petit extra time, il n'y a pas de souci, petite overtime là vite fait. J'ai envie de parler un peu de chaussures qui moi m'ont marqué en tant que fan de sneakers et fan de NBA. La première chaussure à laquelle je pense, et ce n'est peut-être pas la favorite de tout le monde, mais moi c'est la LeBron 10 en basse, que je trouve absolument exceptionnelle et que je mets à égalité avec la LeBron 11 en basse. Je trouvais ces chaussures sublimes de style quand j'étais plus jeune, j'aurais vendu n'importe quoi pour les avoir. Je les ai jamais eues, j'ai même failli acheter des fausses de cette chaussure, c'est pour vous dire, j'ai mis un coup dans mon micro tellement ça me rend fou. C'est pour vous dire comment j'en étais fan. Et moi j'adorais cette chaussure, allez voir sur internet là, moi la LeBron 10 basse, je la trouve absolument incroyable. Dans le même lot, je mets la Kobe, alors si je dis pas de bêtises, c'est la Kobe 10 Playoff Edition, donc c'est la Kobe 10 mais en version, vous savez, montante, qui montait vraiment très très haut, qui montait quasiment en dessous le mollet. Pareil, mais cette chaussure, j'aurais tué pour l'avoir, elle était exceptionnelle. Et même la Kobe 10 en basse était absolument magnifique. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est les chaussures de Zach LaVine lors du concours de dunk 2016. Oh là 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 là, ces chaussures étaient tellement belles, tellement futuristes, personnellement ça m'a régalé. On s'en fait une petite troisième pour la fin, la Jordan 4. Je sais que la Jordan 3 est bien plus iconique pour l'histoire, etc. Mais moi, la Jordan 4, je trouve qu'elle a une empeigne qui est vraiment sublime. J'aime beaucoup là cette espèce de grillage, je sais pas comment appeler ça, sur le côté, que je trouve vraiment incroyable. Je vous ai fait un petit top 3 de ma fin. On peut se faire un petit top 3 des chaussures les plus dégueulasses, mais là, j'ai pas comme ça. Si, j'ai un truc qui vient de me revenir vite fait. Petite mention honorable au Leaning Way of Wade, et je crois que c'est les 5, si je dis pas de bêtises. Que pareil, qui était absolument introuvable en Europe, et que je trouvais exceptionnel. Voilà qui va conclure cet épisode. J'espère que ça vous a plu. C'était un exercice dont je n'avais pas l'habitude de parler basket comme ça tout seul. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite. J'espère que j'ai été compréhensible et que ça a été quand même un peu intéressant. Je ne vais pas vous cacher aussi que pour moi, c'est la reprise, en tout cas pour Backdoor, ça faisait certainement un gros mois que je n'avais pas écrit ni enregistré. Donc je vous demanderai d'être un petit peu clément avec moi, s'il vous plaît. Soyez sympa. Je vous rappelle la propagande habituelle. Allez vous abonner au Instagram, allez vous abonner au TikTok, allez nous suivre sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast. N'hésitez pas d'ailleurs à le noter, mettez 5 étoiles, ça fait toujours plaisir, ça régale. Moi, je vous fais des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine, encore une fois sans Baptiste. Ne vous inquiétez pas, il va revenir très vite. Topette.